Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais faire une petite présentation basée sur le fonctionnement des hashboards. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est juste pour vous donner une idée générale sur la structure des hashboards. Je prends comme exemple une hashboard S19, donc je vais essayer de lire et donner plus de détails en même temps. La hashboard est composée de 76 chips BM1398. Ça, c'est la référence des chips, divisé en 38 groupes ou domaines. Chaque groupe est composé de deux circuits, deux chips. Là, si on fait le calcul, 2 fois 38, on va tomber sur les 76 chips de la carte. La tension de fonctionnement des chips BM1398 est de 0,36 volts. Ça, c'est la tension des cœurs. Donc, chaque chip est alimenté par ces 36 volts. Pour les 7 derniers groupes, donc du groupe 32 au groupe 38, les LDO sont alimentés par 19 volts générés par un circuit booster U9. Donc là, il donne un schéma. Il parle les LDO, c'est des convertisseurs DC-DC. Donc on a à l'entrée 19 volts, puis on veut baisser cette tension à 1,8 et 0,8 volts. Bon, au fait, c'est pas 19 volts parce que les 7 sont alimentés par 19 volts. Il faut diviser 19 sur 7. Donc ça va donner, je pense, 2,8, quelque chose comme ça. Donc chaque LDO est alimenté par cette tension, puis il va la convertir en deux tensions 1,8 volts et 0,8 volts. Pour le reste des chips, donc first group, ils sont alimentés par la tension d'entrée de 13,64 volts. Généralement, c'est entre 12 et 15 volts. Ça, c'est la tension d'entrée qu'on place à l'entrée de l'hashboard. Donc, on va prendre l'alimentation des LDE à partir de cette alimentation. Donc, on peut voir tout ça sur cette photo. Ici, on a les chips présentés sous forme de groupe. Donc, groupe numéro 1 jusqu'au groupe numéro 38, montés en série. Donc, ici, à l'entrée, on va mettre la tension de puissance, c'est-à-dire 12 à 15 volts, commandable par la control board. Donc, chaque domaine ou groupe va prendre une partie. Donc, pour calculer cette tension, on va diviser la tension d'entrée, disons 14 à 15 volts, sur 38 groupes. Et si on trouve le booster qui va alimenter ces 7 derniers groupes. Donc, ils sont encadrés. Les 7 derniers groupes sont bien encadrés ici. Du groupe numéro 32 au groupe numéro 38. Puis, de l'autre côté de la carte, à ce niveau-là, il y a les boosters. Plutôt les LDO. Ici. Donc, ça, c'est de l'autre côté de la carte. Donc, ces LDO-là, ils vont alimenter ces groupes-là. Et le tout est alimenté par le booster 19 volts. Bon, là, on a à l'entrée 14 ou 15 volts, puis il va la booster jusqu'à 19 volts. Ici, même chose, on voit mieux les chips numérotés de 1 jusqu'à 76. On peut deviner le cheminement du signal d'entrée. Il vient par le chip numéro 1, 2, 3, 4. Donc c'est en zigzag. Il va transiter en zigzag jusqu'à chip numéro 16. Là, on a plusieurs signaux. Donc le clock, le TX-RX, le B input-output et le signal d'initialisation RTC. Donc
les signaux vont commencer par le chip numéro 1 jusqu'au chip numéro 16. Puis un seul signal qui va revenir, c'est le RX. Donc tous les signaux vont de 1 vers 76, sauf le RX qui va vers 76, de 76 vers 1, puis vers la control board. Ici, on voit aussi les MOSFET d'entrée. Donc ça, c'est pour commander la tension d'entrée. Pour turn on off. Donc là, si la carte est au taux repos, on a 0 volt ici, de ce côté-là. Parce que les MOSFET sont commandés par le contrôleur, le PIC, et le PIC est commandé par la control board. Juste pour vous donner une information par rapport à ces MOSFET, souvent ces MOSFET brûlent, donc on trouve des gens qui font directement un court-circuit, un pont ici. Donc ça va fonctionner, mais seulement ça serait plus commandable. Donc les chips seront tout le temps alimentés. Donc pour dépanner, on peut utiliser cette solution, mais je ne recommande pas, à long terme je ne la recommande pas. Il vaut mieux remplacer les 4 MOSFET, comme ça, au repos, on ne va pas alimenter les chips pour rien, d'accord? Ils vont chauffer pour rien. Ça, c'est le deuxième côté de la carte. Donc, ça, c'est des heatsinks qui sont soudés directement sur la carte. Donc, c'est pour refroidir les chips de l'autre côté. Ici, on voit le circuit boost. Donc, c'est la même chose. Donc, il est alimenté par 14 volts, puis il fournit les 19 volts. Donc, c'est pour hausser la tension. Ici, on parle des signaux de commande. Donc, et les données, bien sûr. Donc, les signaux, il y a 5 types de signaux. Donc, en premier lieu, on trouve le clock, l'horloge. Lui, c'est pour donner la fréquence de travail. Puis, ici, on donne la méthode pour tester avec un multimètre. Donc, ils expliquent les tensions à tester, d'accord, au repos et en fonctionnement. Moi, je préfère travailler avec un oscilloscope parce que, bon, ça peut être efficace. Généralement, il y a beaucoup de monde qui l'utilise, mais on ne peut pas réparer toutes les pannes avec cette méthode. Parce que des fois, on a la tension. Par exemple, le signal RX, on trouve les 1,8 volts, mais on ne voit pas l'allure du signal. Des fois, il est parasité. Donc, il donne 1,8 volts, mais il est faussé, il est erroné. D'accord? Donc, on ne peut pas le détecter avec un multimètre. Là, il faut vraiment utiliser un oscilloscope. Donc, moi, pour ne pas perdre du temps, j'utilise directement un oscilloscope pour en même temps voir l'allure des signaux. Donc, le clock, là, ils disent que il va du chip numéro 1 vers le chip numéro 76. Puis, il mesure 0,7 à 1,3 volts selon la fréquence. Le TX, ça, il va de la control board, puis il va vers... il y a un convertisseur DC-DC ici, parce que la control board, elle fonctionne avec 3,3 volts. Puis les chips fonctionnent avec 1,8 volts. Donc il y a un convertisseur qui va convertir ces 3,3 volts vers 1,8 volts. Puis là, on parle de conversion. Puis ça va vers le chip numéro A jusqu'au chip numéro 76. Donc au repos, on mesure 0 volts. En fonctionnement, on mesure 1,8 volts. Le RX, c'est le seul signal qui va à contresens. Donc il va du chip numéro 76 vers le chip numéro 1. C'est la même tension, 1,8 volts. Seulement, en fonctionnement, c'est 1,8 volts. Puis en repos, c'est 0,3 volts. Le BO, c'est un signal qui commence chip 1 jusqu'au chip 76, généralement il est à 0 volts. Le RST, l'initialisation,
c'est un signal pour initialiser les chips et qui va de chip numéro 1 vers chip numéro 76. Et il mesure 0 au repos et puis 1,8 volts en fonctionnement. Là, on trouve un schéma pour représenter toute la machine. D'accord? APW12, c'est l'alimentation. L'alimentation, les PSU, Power Supply. APW12, Adjustable Power. Donc là, c'est commandable, on le commande. Ça, c'est les 3 hashboards. Puis, on trouve la control board et les fans. Les fans, c'est les ventilateurs. Donc, l'alimentation va fournir les 12 volts pour faire fonctionner la control board. Et puis, il y a un câble, un petit câble pour les données. D'accord? C'est un chemin pour commander l'alimentation. Donc là, c'est par ce chemin-là que la control board va commander l'alimentation et fournir la tension qu'il faut. D'accord? Parce qu'il y a la sortie de puissance ici de 12 à 15 volts, commandable par la control board. Puis on a ici le câble de contrôle des hashboards. Donc ce câble, il se branche entre la control board et les 3. Donc il y a 3 câbles en fait. Chaque control board, hashboard, va se brancher sur la control board. Et puis on trouve les 3,3 volts de la control board. Puis au niveau des cartes, il y a un convertisseur qui va convertir ces 3,3 volts à 1,8 volts pour qu'il soit utilisable par les chips, exploitable si on veut par les chips. Parce que les chips, ils fonctionnent à 1,8 volts, ils ne fonctionnent pas avec 3,3 volts. Puis, il y a un autre chemin de communication avec les fans, parce que les fans sont commandables aussi, les fans ou les ventilateurs sont commandables par la control board selon la température. D'accord? Donc, il y a une information qui passe des fans vers le control board, c'est le nombre de tours par minute. Et puis, la control board, elle va ajuster ça selon la température. Voilà. Donc c'est ça le cheminement c'est ça à peu près le fonctionnement de toute la machine. Ici c'est un circuit standard d'un booster ou d'un convertisseur. Ça c'est le booster ou un convertisseur DC-DC, c'est la même chose. Donc on a la tension d'entrée. Puis ça c'est pas spécifique pour les hashboards. Ça on le trouve à peu près en général sur les circuits électroniques. Donc c'est un circuit connu, puis même le montage est connu. Donc on retrouve les 21 volts pour alimenter pour les 7 derniers domaines. Ici c'est pour commander les MOSFET de l'entrée. Ici il y a 4 MOSFET, mais il y en a des 4 qui ont plus 5, 6. Ça dépend de la puissance de la carte. Donc les MOSFET sont commandés par le PIC. Le PIC, c'est le microcontrôleur. Donc, il y a le PIC Enabled qui va soit fermer, soit ouvrir les MOSFET, la porte. Donc, là, on voit bien les MOSFET, les 4 MOSFET. En fait, c'est les mêmes ici. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est les tâches de contrôle. Là, c'est les PROM. Puis le PIC, le microcontrôleur. Puis ça, c'est les convertisseurs DC-DC de l'entrée. Donc, de ce côté-là, on a 3,3 volts. Puis les signaux d'entrée qui vont être convertis en 1,8 volts. Donc, des signaux d'amplitude maximale de 1,8 volts. Donc c'est ça, c'est un convertisseur 3,3 volts vers 1,8 volts. Les deux. Ça c'est l'EPROM. Puis ici c'est un outil pour programmer le PIC, le microcontrôleur. On retrouve aussi, c'est la même chose, les tâches de contrôle, le booster. Ça, c'est un schéma global standard d'un circuit booster.
Donc on a les 14 volts, puis on fait sortir les 19 volts pour les derniers domaines. Ici on montre le raccordement des chips. Donc on trouve les signaux, les 5 signaux, le clock, TX, RX, RST, puis BI, et puis les alimentations, les 3 alimentations des chips. La même chose ici. Ça c'est les derniers, 37, 38. Non, c'est au milieu. Puis là c'est la même chose, 31, 30, 31, ainsi de suite. Ça c'est les LDO, au convertisseur DC-DC. Donc le premier qui nous donne 1,8 V, l'autre c'est 0,8 V. Un schéma global d'un chip avec les signaux d'entrée-sortie, les alimentations et tout. Ici on a les capteurs de température, température sensor. Donc on a 4 sur, en fait il y a 4 sur la carte S19. Donc les 4 donnent la température de la carte elle-même. Puis il y a aussi la température des chips qui va transiter par les mêmes circuits. Donc chaque chip va donner sa température et toute cette information va transiter par ces 4 capteurs et puis donner directement à la control board qui va gérer le fonctionnement de la machine selon ces températures. Ça, il donne quelques procédures pour diagnostiquer les problèmes, mais il y a plusieurs méthodes. Chacun, bon, ça c'est, je trouve ces méthodes trop longues, puis ça fonctionne pas tout le temps. Donc chacun sa méthode de travailler. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc ça me fera plaisir de recevoir vos commentaires et questions, s'il y en a. Puis je vous dis bonne journée, à la prochaine.